Il y a des moments dans l'histoire d'un continent où un seul geste diplomatique suffit à déclencher une avalanche. Le 25 avril 2026, avant même que le soleil ne se lève sur Bamako, des explosions ont retenti simultanément dans au moins 6 villes maliennes, du quartier de Kati jusqu'aux portes du Grand Nord à Kidal. En l'espace de quelques heures, le ministre de la Défense malien, le général Sadio Camara, était assassiné dans sa propre résidence par un véhicule piégé. Assimi Goïta, chef de l'État, était évacué vers un camp sécurisé. Le drapeau malien cessait de flotter sur Kidal. Et le monde entier se demandait comment a-t-on pu préparer une opération d'une telle ampleur sans que personne ne la voie venir. La réponse est peut-être moins militaire que géopolitique. Elle tient en 15 jours, un calendrier et une décision diplomatique que beaucoup ont sous-estimée. Pour comprendre ce qui s'est réellement passé en ce mois d'avril 2026, il faut remonter au 10 du même mois. Ce jour-là, lors d'une conférence de presse conjointe à Bamako, les chefs de la diplomatie malienne et marocaine ont formellement annoncé que Bamako retirait sa reconnaissance de la République arabe sahraoui démocratique, RASD, et adoptait officiellement le plan d'autonomie proposé par Rabat pour le Sahara occidental, le qualifiant de seule base sérieuse et crédible pour résoudre ce conflit vieux de plusieurs décennies. Ce n'était pas une simple déclaration de principe. C'était un choix de camp, un choix qui rompait avec 46 ans de positionnement malien et qui tranchait dans l'une des lignes de fracture les plus sensibles de la géopolitique nord-africaine et africaine en général. Pour saisir le poids réel de cette décision, il faut comprendre ce que représente le dossier du Sahara occidental dans l'échiquier régional. Depuis des décennies, l'Algérie a fait du soutien au Front Polisario et à la cause sahraoui l'une des pierres angulaires de sa politique étrangère africaine. Alger finance, abrite, soutient diplomatiquement le mouvement indépendantiste sahraoui. Chaque nation africaine qui bascule vers la position marocaine constitue une défaite stratégique pour l'Algérie sur la scène internationale. Et dans ce contexte, la bascule du Mali n'avait rien d'anodin. C'est l'état pivot de l'Alliance des États du Sahel. Le pays qui a expulsé la France, accueilli les Russes et placé la souveraineté africaine au cœur de son discours politique. Voir ce pays choisir le Maroc contre l'Algérie sur ce dossier, c'est bien plus qu'un revers diplomatique pour Alger. C'est une humiliation publique sur un terrain qu'elle considérait comme acquis. Et ce choix malien ne s'est pas fait dans un vacuum. Les relations entre Bamako et Alger s'étaient considérablement dégradées bien avant ce mois d'avril. En 2025, un drone malien avait été abattu par l'armée algérienne, provoquant le rappel des ambassadeurs maliens, nigériens et burkinabés d'Alger. Le gouvernement malien accusait ouvertement l'Algérie de maintenir des liens troubles avec certains groupes armés opérant le long de leurs frontières communes, une frontière qui s'étend sur plus de 1400 km. Alger, de son côté, tentait de repositionner ses pions en cherchant à consolider ses liens avec le Niger et le Burkina Faso, les deux autres membres de l'AES, pour contourner l'isolement de Bamako. Cette stratégie d'encerclement diplomatique était déjà en cours quand le Mali a porté l'estocade finale en reconnaissant la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental. 15 jours plus tard, le 25 avril, l'offensive la plus massive et la plus coordonnée de toute l'histoire du conflit malien débutera à l'aube. Les chiffres donnent le vertige. Selon des sources proches du ministère russe de la Défense, environ 12 000 combattants ont été mobilisés. Des uniformes de l'armée malienne auraient été distribués en grand nombre aux assaillants pour faciliter leur infiltration. Des drones de reconnaissance et des missiles solaires d'origine occidentale auraient été utilisés. Des combattants d'origine européenne auraient été repérés parmi les forces d'assaut. Ce n'est pas le profil opérationnel d'un groupe armé agissant seul. Ce n'est pas non plus celui d'une rébellion qui s'improvise en quelques semaines. La logistique d'une telle opération se prépare sur des mois. La question que personne dans les grandes rédactions occidentales ne pose avec suffisamment d'insistance est simple. Qui a financé, coordonné, renseigné et équipé cette offensive? Ce qui rend l'analyse encore plus troublante, c'est la nature de l'alliance qui a conduit ces attaques. Pour la première fois dans l'histoire du conflit malien, le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, le CHIM, affilié à Al-Qaïda, et le Front de libération de l'Azawad, le FLA, mouvement séparatiste touareg à coloration ethno-nationaliste, ont non seulement coordonné leurs actions, mais officiellement reconnu ce partenariat. Deux organisations dont les agendas politiques sont fondamentalement différents, l'une voulant un État islamique, l'autre une nation touareg indépendante dans le nord, ont trouvé un terrain commun assez solide pour lancer ensemble l'opération militaire la plus ambitieuse qu'ait connue le Sahel depuis 2012. Ce genre de convergence idéologique entre acteurs antagonistes n'émerge pas spontanément. Elle suppose un catalyseur externe, une pression extérieure,
ou très probablement une coordination facilitée par un tiers intéressé à voir Bamako déstabilisé. Il y a également une donnée temporelle qui mérite qu'on s'y arrête longuement. Des sources concordantes rapportent qu'en mars 2026, le gouvernement malien et le GSIM auraient conclu une trêve informelle, incluant la libération de prisonniers en échange d'un allègement du blocus sur l'approvisionnement en carburant de la capitale. Une situation qui étranglait Bamako depuis septembre 2025. Les autorités maliennes ont nié toute libération de prisonniers. Mais si cette trêve a existé, alors son rôle dans la chronologie des événements devient capital. Une trêve qui aurait permis aux groupes armés de faire souffler leurs combattants, de déplacer des hommes et du matériel, de relâcher la vigilance des services de sécurité maliens et de finaliser les préparatifs d'une opération déjà en cours depuis des mois. La trêve comme outil tactique, utilisé non pour instaurer la paix, mais pour créer les conditions optimales d'une attaque dévastatrice. C'est une vieille technique dans les conflits asymétriques. Et son application ici, si elle est avérée, témoigne d'un niveau de sophistication stratégique rarement observé dans cette région. Si vous suivez ce type d'analyse géopolitique et que vous souhaitez comprendre l'Afrique au-delà des titres superficiels, je vous invite à rejoindre la communauté de Voix d'Afrique, à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne manquer aucun décryptage. C'est ensemble, informés et lucides, que nous construisons une compréhension juste de notre continent. Revenons aux faits. L'offensive du 25 avril a été stoppée dans sa dimension principale. Le régime de Goïta est toujours en place. Bamako tient. Le centre et le sud du pays restent sous contrôle gouvernemental. Mopti, brièvement investi par les assaillants, qui ont pillé les arsenaux militaires avant de se retirer, a été récupéré. Sévaré a résisté. Les forces armées maliennes, avec le soutien du corps Afrique de la Russie, ont repoussé les attaques sur les points stratégiques autour de la capitale. L'aéroport de Gao reste aux mains de l'État. L'objectif ultime de l'opération, à savoir renverser Assimi Goïta et instaurer une nouvelle réalité politique à Bamako, a échoué. Ce que les commentateurs occidentaux présentent comme un effondrement est en réalité la résistance d'un État sous pression maximale qui a tenu sa colonne vertébrale institutionnelle. Kidal, en revanche, est une autre histoire. La ville symbolique du Nord, reprise par les forces maliennes et leurs alliés russes en novembre 2023 après des années de contrôle rebelle, a de nouveau changé de main. Le corps Afrique a négocié un retrait avec la FLA, incendiant au passage l'ancien camp de la MINUSMA avant de partir, comme pour ne laisser rien d'utilisable à l'ennemi. Kidal a historiquement toujours été un symbole plus qu'un verrou stratégique. Elle a changé de main plusieurs fois depuis 2012, mais sa perte aujourd'hui s'inscrit dans un contexte où la pression sur le nord du pays est totale, avec Gao également dans le viseur annoncé de la FLA. Les gains territoriaux laborieusement obtenus ces 3 dernières années risquent d'être rapidement effacés. Sur le plan humain et institutionnel, le bilan est lourd. Le ministre de la Défense Sadio Kamara, figure centrale de la rupture avec Paris et de l'ouverture vers Moscou, est mort dans l'attaque de sa résidence. Sanctionné par les États-Unis en 2023, sa sanction avait été levée quelques semaines avant son assassinat, ce qui ajoute une couche d'ambiguïté troublante à sa mort. Des rapports non confirmés par les autorités maliennes font également état du décès du général Modibo Koun, chef des services de renseignement, des suites de ses blessures reçues lors des combats à Kati. Si ces informations se confirment, il faut mesurer ce que cela signifie. 2 des 3 piliers de l'architecture sécuritaire de l'État malien éliminés en moins de 72 heures. Ce n'est pas un acte terroriste, c'est une décapitation, une chirurgie institutionnelle destinée à désorienter tout un appareil d'État en ciblant ses cerveaux opérationnels. La réaction de l'Alliance des États du Sahel a été immédiate sur le plan rhétorique, mais prudente sur le plan militaire. Le capitaine Ibrahim Traoré, président en exercice de la Confédération, a publié un communiqué dénonçant ce qu'il qualifie de complot monstrueux soutenu par des ennemis du projet de libération du Sahel et exprimant une solidarité totale, inconditionnelle et fraternelle avec le peuple et les forces armées maliennes. C'est la bonne posture politique. Mais le bataillon militaire conjoint annoncé lors du sommet de Bamako en décembre 2025, ce contingent de 15 000 hommes censé constituer le bouclier collectif de l'Alliance, n'a toujours pas été déployé. La FLA, quant à elle, a intimé au Burkina Faso et au Niger de rester hors du conflit, ce qui constitue un défi direct à la clause de défense mutuelle de l'AES. Ce message adressé depuis le champ de bataille dit, en substance,
Votre alliance n'existe que sur le papier. Si les pays membres ne répondent pas par une présence militaire concrète dans les prochains jours, cette assertion gagnera en crédibilité aux yeux de tous les groupes armés et de toutes les chancelleries qui observent. Il faut ici signaler un angle mort significatif dans la manière dont cette crise est couverte par les médias internationaux, en particulier occidentaux. La quasi-totalité de la couverture s'attarde sur la progression des groupes armés, sur le retrait russe de Kidal, sur la fragilité de la junte. Mais très peu d'analyses cherchent à construire la chaîne causale complète qui relie la décision diplomatique sur le Sahara occidental aux attaques du 25 avril. Présenter l'offensive comme un simple regain djihadiste ou comme la conséquence de l'incompétence sécuritaire de Bamako, c'est choisir une lecture commode qui exonère d'éventuels commanditaires extérieurs. Or, quand le Premier ministre malien lui-même déclare publiquement que l'ampleur de l'opération suggère un financement étranger, quand le corps Afrique russe évoque explicitement la présence de combattants européens et d'équipements occidentaux, quand on observe la convergence exceptionnelle entre des acteurs habituellement antagonistes, on ne peut pas se contenter de l'explication la plus simple. Il y a également un biais narratif à déconstruire. L'insistance sur le thème de l'effondrement de l'État malien sert des intérêts précis. Elle légitime rétrospectivement les politiques d'intervention occidentales et invalide le projet de souveraineté porté par Bamako depuis 2021. Elle prépare le terrain pour un éventuel retour en force de partenaires étrangers sous couvert de stabilisation. Elle discrédite le modèle d'alliance avec Moscou en soulignant ses limites opérationnelles sur le terrain. Aucune de ces lectures n'est nécessairement fausse dans tous ses aspects, mais aucune ne peut être prise pour argent, comptant sans interroger qui en bénéficie. Ce qui est en jeu au Mali en ce moment dépasse très largement le territoire malien. Chaque gouvernement africain qui a entamé une diversification de ses partenariats stratégiques, qui a regardé vers Moscou, vers Pékin, vers Ankara ou vers Rabat, plutôt que vers Paris ou Washington, observe ce qui se passe à Bamako avec une attention extrême. Si la conclusion à tirer est qu'un État africain qui exerce sa souveraineté et assume ses choix géopolitiques finit par voir son ministre de la Défense assassiné, ses villes attaquées et ses alliés répondre par des communiqués, alors le coût de l'émancipation sera jugé trop élevé par de nombreux dirigeants. C'est peut-être précisément ce calcul que certains acteurs cherchent à imposer. Mais le Mali a tenu. Le gouvernement est debout. L'armée a repoussé l'essentiel des assauts. Et la tentative de coup d'État, car c'est bien de cela qu'il s'agit dans sa finalité profonde, a échoué dans son objectif central. Ce n'est pas un détail. C'est une résistance, imparfaite, coûteuse en vie humaine, mais réelle. Et, dans l'histoire longue des peuples qui cherchent à se gouverner eux-mêmes, les victoires incomplètes sont parfois les plus significatives, parce qu'elles disent à ceux qui ont voulu plier un État que cet État est encore debout. Bamako a survécu à la nuit du 25 avril. La question qui reste ouverte est de savoir si l'Alliance des États du Sahel va transformer cette résistance en une solidarité qui se mesure en hommes sur le terrain, et non en mots sur le papier.